Professeur Sindjoun Pokan, bonjour. Bonjour Richard, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons au Africa TV à la faveur de cet échange. Vous vous intéressez aussi à la corruption et vous publiez un excellent ouvrage, La corruption et ses critiques, cas du Cameroun. Oui. Pourquoi vous intéressez particulièrement à la corruption et quelle est l'évaluation que vous faites justement de la corruption du point de vue de son impact sur la construction de l'ordre politique camerounais? C'est d'abord le discours du président. Moi, je suis spécialiste du discours. J'ai lu tout ce qu'il a écrit, le président a écrit. Oui, quand même je dis d'Europe, je dis, mais est-ce que vous vous souvenez qu'il a dit ça? C'est mon boulot, c'est pas parce que c'est mon président, le président du Cameroun, que je m'occupe de tout ce que les politiques peuvent dire, surtout les miens. C'est que le président de la République, quand il prend le pouvoir, légalement, dauphin constitutionnel, 82, dans son premier discours, il parle rigueur moralisation. Mais c'est un terme qu'avait utilisé le président Aïdjo dans le dernier congrès qu'il a présidé à Bafsa en 1980. Rigueur moralisation. Révolution culturelle. Parce qu'il était fasciné par la Chine. Je dis Aïdjo. Vous savez, les rapports, le palais du congrès, c'est depuis. Et à l'époque, on construisait ça parce que l'UPC était très implanté un peu là-bas. C'est pour ça que les Chinois ont construit. Donc Aïdjo était fasciné par le modèle de la révolution culturelle. Il dit que ça ne doit pas être de folklore, je le cite, tout ça, voilà. Donc, et le président va être confronté à ce phénomène. Rigueur, il dit rigueur dans son discours, premier discours, il parle de son illustre prédécesseur, il parle de l'héritage qu'il a laissé, il a été son meilleur collaborateur, que Aïdjo est un illustre président, à l'échelle du Cameroun, à l'échelle du monde, vous connaissez. C'est le discours de prestation de serment. Donc il va ajouter rigueur, moralisation, corruption. Et pour indiquer que la corruption va nous mettre à rude épreuve. C'est ça. Donc je fais une généalogie de ce couple-là. Je dis d'abord, ce qui revient à Aïdjo, voilà, c'est qu'ils ont mis en place, avant qu'ils ne partent, pour éviter, parce que à leur époque, c'est pas qu'il n'y avait pas qu'on ne tentait pas de voler, non, tu volais. Foutivé était là pour voir si tu construis un immeuble, c'était insécuritaire. Oui, il va demander, mais tu as fait quoi pour construire une maison, tout ça. C'est comme ça, ils étaient comme ça. Donc il n'y a pas eu de riches, machin comme ça, là-bas. Ils étaient extrêmement intransigeants par rapport à ça. La preuve, quand tu as vu, en 1972, la fameuse coupe d'Afrique des Nations. Nous étions déjà en France pour être formés. Il a mis tous ses amis en prison. Avant qu'on ne juge, qu'on ne vérifie que c'était vrai ou faux, parce que là, tous ceux qui ont géré ça, en prison d'abord. C'est-à-dire à violer les lois, tout ça, c'est un légalisme, mais parce qu'ils n'acceptaient pas qu'on puisse battre le Cameroun. C'est le Congo qui a battu le Cameroun. Le football était, je sais pas, un mythe fondateur, unificateur et tout, les sports, surtout le foot. Donc, le président, dans son discours à Bamenda, j'ai fait donc une généalogie du concept, du couple conceptuel. Rigueur, moralisation, ça c'est le président Aïdjo. Corruption, le président Biya ajoute pour dire que c'est ça qui menace, c'est de rigueur et moralisation. Il va donc taquer de temps en temps. J'ai fait de différentes dates où il a prononcé, ça l'a attiré. À un moment donné, il a oublié parce qu'il y avait d'autres problèmes, voilà. Jusqu'au discours du 6, il était un congrès 6 juillet, je crois, au palais du Congrès, où il dit que son parti danse au lieu de penser. Et que quelques-uns se sont emparés de la fortune publique. Vous vous souvenez, non? Et que ça pénalise beaucoup de choses, voilà. Et que la communauté internationale, n'est-ce pas, dénonce. Et que l'Église dénonce. C'est lui qui dit. Je ne fais que reprendre son discours. Ça dure. Ça durait. Jusqu'à l'opération Épervier. Où il commence déjà par prendre Mouchipou. On est en 1977. Ngo. 1997. 97. Et Idja Tutus. Parce que Idja Tutus, c'était parce qu'il avait, non seulement il voulait être président, tout ça pour les élections que tu connais, voilà, du MICAL, voilà, il voulait. Ok. Si tu fais le bilan de ça. Donc,
en 2006, il dit donc au congrès extraordinaire de son parti, au palais du congrès, que quelques-uns se sont emparés de la fortune publique. Quelques-uns. Il s'agit de quoi? De la bureaucratie. Qui transindique, contrairement à ce que les gens disent. Moi, c'est comme ça. C'est tout un appareil administratif, machin, qui vole du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est pas une communauté précise. Voilà. C'est idéologique quand on dit, ouais, ce sont les tels, machin, non. C'est une structure, c'est un système corrompu. Et ça existe dans l'histoire. Machiavel l'a connu, et puis Hegel l'a connu, et puis comment ils ont résolu ça? Donc le président est confronté à ça. C'est son destin. Il a fabriqué une bureaucratie. Il nous a dit qu'il va les liquider. Il n'a pas fait. On est là. Parce que quand tu fais le bilan de l'opération Hyper-V, le peuple demande dans la rue où sont nos milliards. Il demande là. Il bavade. Quand le président parle, il dit il n'écoute pas. Où sont nos milliards? Donc l'opération politique se retrouve être une surenchère politique. À mon sens, c'est ce que je pense. Puis on n'a pas l'argent, il y a là, et le pays dans une situation de guerre. On va financer comment? On va continuer à laisser les gens en prison? Ils font quoi? Ça nous sert à quoi? Pour avoir les droits de l'homme, les prisons bourrées et tout, voilà. Donc ça, c'est la question. Et je débouche sur la question. En 2008, ça c'est Mathias qui préface l'essai sur la corruption. Et qui, le président modifie la Constitution pour rester éternellement au pouvoir. Le fameux article 6, alinéa 2, vous voyez, non, qui était un épée de Damoclès sur sa tête, il fallait que, voilà, il quitte le pouvoir et tout ça. Il modifie la Constitution. Il dit que la corruption, et il fait un article pour dire que la corruption est devenue, qui était prioritaire, que le peuple lui écrit, lui-même il dit dans ce texte-là, le peuple m'écrit tous les jours pour se plaindre de la corruption. Les missions diplomatiques, Merkel, les États-Unis, lui a dit, d'un État du nord de l'Europe, j'oublie le nom, qui avait même, qu'on avait tenté de le corrompre ici, là, il est allé voir le président pour lui en parler. Donc ça devient un problème secondaire. Ce qui le fait, c'est de rester au pouvoir. J'ai dit, c'est pour combattre la corruption, parce que c'était les fameuses élections de 2011. Tu te souviens que c'est là qu'il a modifié la Constitution pour rendre illimité, n'est-ce pas, le mandat présidentiel. C'est-à-dire qu'il peut rester comme il veut, jusqu'à... Il a modifié ça. Donc, et il y avait déjà ce qu'on appelait le groupe de quoi, on a impliqué certains là-bas, que le groupe de 11 ou quoi, qui voulait prendre le pouvoir, tu te souviens? G11. G11, le fameux G11, que voilà, c'est ça, tu vois déjà des fractures, les fissures. Et le président, donc, il modifie la Constitution. Il y a eu une polémique chez les intellectuels. Il y a eu Mathias et Charles Gambimbo qui étaient complètement contre cela. Il a écrit des articles extraordinaires là-bas. Il a commenté, parce que j'ai commenté. Lui, il rappelle que ce que j'ai dit. J'ai dit, il y a une nouvelle génération d'intellectuels qui a eu un débat. Parce que Charles Gabriel dit que on va constitutionner, que le président, il a une belle plume, une bonne formule, il dit que le président va constitutionner la corruption. Le constitutionnaliste, il dit que ça devient je sais pas, quelque chose. C'est pas un délit maintenant, c'est normal qu'on vole. Et Mathias va dire qu'il veut créer avec ses idéologues. Il est très 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 dur. Il dit qu'il va constituer, n'est-ce pas, ce qu'il appelle ses idéologues. Il a des mots très très durs. Non, 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 non. Et le roi de Bamoun dit que non, le président n'a pas intérêt à modifier la Constitution. Que ça ne vaut pas la peine. Il y a tous ces positions-là que j'indique. Il y a Mathias, dans sa génération. Charles Gambien, qui est le mien, puis monsieur. Il a été extrêmement radical, intransigeant pour la question. Qu'on veut nous insérer à une règne perpétuelle, machin, tout ça. Et puis, bon, les idéologues, il est extrêmement dur par rapport à ça. Donc, et je leur démontre donc que comment la question se posait historiquement dans les cités, parce qu'en Afrique, c'est pas possible. Précolonial, non. Tu ne voles pas. Si tu touches au bien collectif, d'abord dans ton village, dans ta communauté. Tu es banni. Oui, on ne te salue pas.
tu ne vends rien au marché. Donc, ou tu te suicides, ou tu quittes. Tu vas loin là-bas. En Afrique, c'est comme ça. Le bien collectif est sacré. C'est pour ça que, bon, je ne connais pas ce truc-là. Mais les Grecs, oui, ils ont connu. Je vois, on connaît. De temps en temps, on chasse les voleurs, à Rome, tu connais comment ça se passe là-bas. Bien, quand ça arrive comme ça, Machiavel te dit, il faut un homme extraordinaire, un prophète armé, pour liquider, n'est-ce pas, la corruption. Hegel te dit, il prend le cas de son pays, de l'Europe, il dit que Napoléon est venu pour régler ça, César, tout ça, mais ils ont fini, mais quand même, ils ont laissé des institutions dans lesquelles les gens fonctionnent normalement. Je demande donc, est-ce qu'il ne se trouve pas dans notre pays, n'est-ce pas, un mouvement, un homme qui sacrifie ses petits intérêts pour jouer ce rôle-là? C'est ça que je dis que ce n'est pas réformable à ce niveau. On ne réforme pas. Ce n'est pas possible. D'abord, on débouche simplement sur une chose précise, c'est-à-dire c'est la lutte des factions et des fractions. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe au cœur de l'État. Si tu fais une analyse, si tu regardes objectivement, tu vas voir que c'est des factions et factions, sans qu'ils s'entendent entre eux. Parce que dis-toi bien, mais s'ils étaient entendus pour tuer le père, comme on dit, le meurtre du père, quand tu connais là-bas, voilà. Comme Brutus. Comme Brutus, oui. Il a guetté son oncle beaucoup de temps. Et il avait des partisans dans la société. Bon, c'est organisé, quoi. Mais ceux-ci sont soit guidés par l'extérieur, chacun a son parrain, qui n'est même pas au pays, quoi, ou américain, ou français, ou n'importe quoi. Mais ils n'ont pas une idée de ce que c'est qu'un État. Ils gèrent comment. Je ne compte que sur mon peuple, si je veux gagner. Donc je demande que ce n'est pas possible. Il faut donc que surgisse un homme extraordinaire. Un homme extraordinaire. Ou il y a quelqu'un qui fascine. Un dictateur éclairé. Un dictateur éclairé. Et c'est prévu dans la Constitution. Alinéa 2. Au lieu de quoi? Le président a pris l'article 10 pour nommer le secrétaire général. Parce qu'il a le droit. Il dit que, oui, le secrétaire, il délègue ses pouvoirs au secrétaire général, alors que ça commence par le Premier ministre. Mais il avait le droit de le choisir. On dit que ça commence, le président de la République, l'article 10 de la Constitution dit, il peut déléguer ses pouvoirs, certains de ses pouvoirs, au Premier ministre, aux autres ministres, mais il a délégué à son secrétaire général. J'ai commenté, je lui ai dit, mais pourquoi le président n'a pas pris, alors que la situation qui prévaut est une situation qui exige un état d'exception et il informe le peuple par voie de message. Le Parlement n'existe pas. Bien sûr, j'ai eu des polémiques avec mon fils Mathias. Il me dit, toi tu veux dire... J'ai dit, oui, mais c'est comme ça que ça se passait à Rome. Toi, tu dis, il faut que tu enseignes ça. Tu dis que c'est comme ça. Et on a mis dans notre constitution. Tu penses que ceux-là qui ont mis, ils ne voyaient pas. La situation d'urgence, mesure d'urgence. Oui, mais mon fils, c'est là. Article 9, alinéa 1er sur l'état d'urgence et alinéa 2e sur l'état d'exception. L'article 9, alinéa 2. Alinéa 1, disons le 2. Le président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, proclamer par décret l'état d'urgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi. OK? 2. Le président de la République peut, en cas de péril grave, menaçant l'intégrité du territoire, la vie, l'indépendance ou les institutions de la République, proclamer par décret l'état d'exception et prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires. Il en informe la nation par voie de message. Il s'adresse tout de suite au peuple, devant lequel il a prêté serment. Je crois que c'est l'article 7, qui dit que le président, voilà, il prête serment devant le peuple. Devant le peuple, devant lequel il doit répondre. L'article 7, pour parler de la prestation des serments. Le président de la République élu entre en fonction dès sa prestation de serment. Dès sa prestation de serment. Il prête serment devant le peuple camerounais. En présence, devant le peuple camerounais. En présence des membres du Parlement, du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême, en séance solennelle. Le serment, c'est devant le peuple. Il jure que je ne vous trahirai jamais.
C'est pas devant. Les diplômes sont là simplement, le corps, les missions accréditées ici. Donc c'est devant le peuple. Il répond. Oui ou non, l'alinéa 2 indique ça. L'intégrité territoriale, des vies qui meurent. C'est pas ça? Au lieu de quoi? Le président, lui, article 10. Le président de la République nomme le Premier ministre et sur proposition de celui-ci, les autres membres du gouvernement. On sait comment ça se passe. Il fixe leur attribution, il met fin à leurs fonctions, il préside le Conseil des ministres, qui n'existe plus. Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre, ça commence par lui, aux autres membres du gouvernement et à certains hauts responsables de l'administration de l'État dans le cadre de leur attribution respective. Donc, et moi, j'ai attiré l'attention à la fois du président de la République que notre situation commande l'état d'exception. Et j'ai dit que voilà comment, dans l'histoire, historiquement, ça s'est passé. Voilà. Et pour ça, nous allons finir par cette question qui est en rapport avec la violence. Quel est votre propre rapport à la violence? Et la question de la guerre, comment est-ce que l'Afrique analyse, traite la question de la guerre par rapport à l'Occident? Je vais te prendre 2 exemples. Non, un exemple historique que tu connais. Vous avez eu au 19e siècle, au 18e siècle, 3 révolutions que vous enseignez dans toutes les écoles, y compris la révolution américaine, 1776, 4 juillet, il est fait. Vous avez la révolution française, 1789, et la révolution nègre de Saint-Domingue. Quand tu regardes. Avec tout son ouverture. Oui. Que j'ai dit depuis, avant que les gens ne découpent ça même aujourd'hui, que non seulement il a battu tout, il a battu les Américains, il a battu Napoléon, c'est la première fois. Il a battu les Espagnols, toutes les puissances là-bas, il les a battus. Battus. Il a battu comment? D'abord, ça commence. J'ai dit ça parce que c'est un de ceux que je parle, et c'est sur la révolution nègre. Je commande les 3 révolutions. C'est la révolution française qui a eu la chance d'être commentée beaucoup. Parce que dans l'esprit des gens, la révolution américaine, c'est une province. Ça n'a pas eu une portée mondiale, comme la révolution française. Les gens, tout le monde se refait tout droit à la révolution française, non? Même les Russes, tout ça, à cause du retentissement, ou c'est lui ou les forces qui donnent. Mais la révolution noire, on n'en parle pas beaucoup. Pourtant, c'est la première révolution d'esclaves réussie historiquement. Aucune n'avait réussi depuis l'histoire connue. Comment il a fait? D'abord, pour commencer, ils ont prié le dieu du Congo. Ils ont fait des serments. Le dieu de vaudou. Ce n'est pas le dieu chrétien. Tu sais que là-bas, c'est pas les chrétiens, on dit à nos ancêtres que, bon, voilà, c'est Césaire qui l'indique. Le bois de caïman, on appelle ça un bois. Ils jurent que nous ne sortirons d'ici lorsque nous aurons battu cela. Il a battu tous ces gens-là que j'ai dit. Et la Révolution française a eu la chance d'être mondialement connue par des Hegel, par des gens. On ne fait référence qu'à ça. Même la Russie, 1917, se réfère toujours à la Révolution, à la Commune de Paris, à la Révolution française. Les historiographies ne parlent que de ça. Mais par contre, la Révolution noire, on n'en parle pas. Malgré, mais c'est connu, c'est enseigné dans les écoles militaires comme ça. Là. Clausewitz, qui est son contemporain. Lénine, non, la révolution de 1900, non, quand on va battre, quand les Russes battent, n'est-ce pas, 1812, n'est-ce pas, l'armée de Napoléon là-bas, il s'inspire toujours des Toussaint l'Ouverture. C'est qui noir sur blanc, moi j'écris ça sur le moi. Donc voilà donc une révolution qui a gagné parce que c'est une guerre populaire. Et une guerre populaire est imbattable, c'est la guérilla. Ce n'est pas les climats. Ils ont expliqué en disant que oui, mais
c'est le climat, c'est la fièvre jaune qui a tué les armées de Napoléon. Non, ça n'est rien du tout, ça n'a rien à voir. C'est d'avoir convoqué les dieux africains, leurs dieux, une fois donc. Et d'avoir armé le peuple. D'avoir armé le peuple. C'est la guérilla qui est imbattable. Tu vois que les Américains sont en train de plier le bagage là-bas pour partir d'Afghanistan. C'est ça, non? On a vu la défaite en Somalie aussi. Partout. Donc, et la défaite du Vietnam. Vietnam, où il y a eu un conflit entre, c'est ce que j'ai dit, j'ai l'air de moi, dont la guerre asymétrique. Une guerre, un peuple armé n'est imbattable. Tu ne peux pas. Il décide que non, que tu ne peux pas être ici. Et j'indique donc que les Africains ont eu les Jacobins noirs, les Mandela ont lu beaucoup sur Garvey. Garvey dit que c'est le premier à avoir battu, n'est-ce pas, les Jacobins noirs. Parce qu'il y a qui a écrit beaucoup là-dessus, des gros livres comme ça sur la Révolution. Et tiens-toi bien, les Noirs américains, quand ils se battent, ils ne se réfèrent pas à la Révolution américaine, puisque ça a consacré leur esclavage, tu connais la guerre civile. Ils se réfèrent à Toussaint Louverture, les Malcolm X, les Panthères Noirs, c'est Malcolm X surtout, puisqu'il est garvéiste. Et Garvey, hein, c'est qui? C'est retour en Afrique. Hein. Il achète de bateaux, il achète tout ça pour aller du côté de... Donc, c'est la guerre. Et Cabral, à un moment donné... Amilcar Cabral. Et Neto, c'est pareil. Et Mandela surtout, parce que j'ai dit, ok, je fais la liste de noms sur lesquels il faudra quand même, les noms qui portent ce mouvement historique là. Il dit que quoi? Mandela dit qu'à un certain moment donné, c'est le long chemin de la liberté, à un certain moment donné, nous avons, après avoir tout essayé, les négociations, le marche pacifique, tout ça, nous avons compris qu'au fer, il fallait au feu, il fallait opposer le feu. Donc ils ont décidé en 63 non plus de faire le pacifisme, de prendre les armes et d'abattre, n'est-ce pas, le système d'apartheid. Eh bien oui, c'est ça. Donc, et ils se réfèrent tous cela. Et je termine par là. C'est Cheikh Anta Diop qui écrit que Toussaint Louverture, par rapport aux 3 révolutions qu'il y a eu là-bas, parce qu'il y a même eu d'autres révolutions. Tu sais qu'en Europe, tu connais Charles Ier, hein, que Cromwell a liquidé, parce qu'on pense que vraiment, ils ont laissé les gens comme ça. Non, Charles Ier en 1748, 49, Charles Ier, Cromwell, non, tu connais Cromwell, l'anglais là. Il me dit que, mais mon Dieu, que même ça, c'est rien par rapport à Toussaint Louverture. Donc, son héros, c'est Toussaint Louverture. Et c'est qui? C'est Horus. C'est Horus, le guerrier. Hein? Parce que nous avons une doctrine de guerre. Quand on attaque, l'Afrique éduque le monde, mais il n'a jamais colonisé un monde. Quand tu attaques, le pharaon, il prend son cheval, il prend la capitale, tu perds les tribus. Quand tu vois la cartographie là-bas du Moyen-Orient, la Syrie là, tu le prends, il va à Damas, il prend. C'est qui, noir sur blanc? C'est qui? C'est tout ça dans notre philosophie. La guerre est préventive. Préventive. Tu l'attaques, il dit, ok, je prends ta capitale, c'est la guerre défensive. Oui, c'est la décisive. Puisqu'il ne va pas prendre tes provinces, tout ça, il prend la capitale. Donc tu négocies. Merci infiniment, professeur, pour cet échange ô combien riche. Merci infiniment pour ces clarifications, à la fois sur la problématique de la construction de notre espace politique, la problématique de la corruption, ouais, et celle de la guerre. Nous espérons vous avoir bientôt pour discuter sur d'autres sujets, afin que notre communauté soit éclairée. Absolument.